Bien, bonsoir à tous et à toutes. Et merci d'être là. Parce que nous ne dirons jamais assez à quel point l'alliance de nos pensées, comme l'interaction de nos intentions, de nos actes et de nos visions, contribue à diffuser des fréquences vibratoires susceptibles de nourrir la paix et de plus justes relations entre tous les terriens. Même si pour l'instant le tableau ambiant ne le manifeste pas encore concrètement, loin de là. Pendant les 3 temps d'hiver, nous avons cherché à décrire la nature de l'âme, rappelant que l'âme est avant tout une, et qu'elle est un intermédiaire entre l'esprit et la matière dans le grand œuvre de leur unification. Nous avons vu que l'âme, en tant qu'entité unique, se subdivise en de multiples expressions qui se déclinent en fractales, et que chaque aspect de cette âme une est un hologramme de l'entité unique, donnant naissance à toutes les formes d'existence visibles et invisibles. Mais qu'on la considère en son unité, ou dans chacune de ses spécificités, on pourrait presque même dire chacune de ses spécialisations, l'âme fonctionne toujours selon les lois de son propre plan. Et c'est pourquoi, pour l'approcher, nous avons abordé quelques aspects de ces 3 premières lois. Alors, si l'âme est une, si elle est à l'origine de toutes les formes, quelle que soit leur nature, et si l'âme est un hologramme et qu'elle se décline en fractal, nous devons retrouver les mêmes lois, agissant à quelque niveau que ce soit. Et on doit pouvoir le démontrer en retrouvant la manière dont ces lois se manifestent dans tous les règnes de la nature. Précisément, c'est ce que nous allons essayer de faire en étudiant le fonctionnement des 3 règnes subhumains au cours des 3 conférences à venir. Alors certains pourraient s'interroger sur l'intérêt qu'il peut y avoir d'étudier le fonctionnement de l'âme dans les règnes minéral, végétal et animal, tant ceci semble éloigné de notre fonctionnement. Et pourtant, traiter de l'universalité de l'âme, c'est une chose en théorie, mais en vérifier et en éprouver la réalité sur le terrain, c'en est une autre. En effet, reconnaître les lois de l'âme dans les règnes subhumains, ça permet de vérifier que l'existence et les effets de l'âme en manifestation ne sont pas simplement une invention ou une projection humaine. C'est donc une approche qui donne sens aux rapports qui s'établissent entre tous les règnes et qui permet de préciser le rôle de l'humanité vis-à-vis d'eux. Et puis, ça rend compte de l'unité sous-jacente à tout ce qui est, et ça montre à quel point notre interdépendance est l'expression de l'unité première. Alors on pourrait aussi objecter qu'à la saison des 3 fêtes spirituelles de l'année, Pâques, Vésac et Bonne Volonté, c'est peut-être pas le meilleur moment pour parler des minéraux, des végétaux et des animaux. À cela, Alice Bellet répond qu'il faut toujours se souvenir que le signe du développement spirituel de l'humain se trouve dans sa capacité d'inclure dans sa conscience non seulement les valeurs dites spirituelles, mais aussi les valeurs matérielles, et dans sa capacité de réagir spirituellement aux puissances qui lui sont cachées dans les 3 règnes subhumains. Et c'est pourquoi nous allons faire des ponts entre le subtil et le plus dense dont s'est entourée l'âme en travaillant donc les 3 prochains mois sur le minéral, le végétal et l'animal. Alors, commençons par préciser 2 points importants concernant ces 3 règnes. Le premier point, c'est de se souvenir que les 3 règnes subhumains, tout comme le règne humain, sont des classes d'apprentissage au cours desquelles l'âme apprend en investissant la forme qu'elle a créée et qu'elle affine au fil des incarnations. Et cet apprentissage se fait plan par plan. Pour commencer, le règne minéral occupe le 7e plan de la matière, le plan le plus dense qu'on nomme le plan physique. Et l'âme, comme nous allons le voir, y apprend à organiser la matière. Le règne végétal occupe aussi naturellement ce plan physique, mais y ajoute le plan sensible. Et l'âme y apprend à réagir sensiblement à de multiples paramètres. Enfin, l'animal, lui, vit sur ces 2 premiers plans et y ajoute une partie du mental. Et l'âme y apprend les rudiments de l'intelligence créatrice.
Et c'est dans cette conquête des différents plans que les trois règnes subhumains vont essentiellement se différencier. Le deuxième point important réside dans la nature de l'âme des règnes subhumains. En effet, dans ces règnes, l'âme n'est pas individualisée, comme pour l'humain. Une âme, une personne. Puisque le développement de la conscience individuelle n'est pas au programme de ces règnes, ça rend inutile la présence d'une âme par pierre, une âme par fleur ou une âme par animal. Donc, ces règnes naissent d'une âme collective. Une âme collective en tant que règne d'abord, et à l'intérieur de chaque règne, une âme par espèce. Mais cette âme est toujours un aspect de l'âme une, et par conséquent répond aux mêmes lois que l'aspect de l'âme relié aux humains. Il va donc être possible de voir comment les lois de sacrifice, d'impulsion magnétique et de service se manifestent chez les autres terriens. Et c'est ce que nous allons commencer à faire en nous intéressant ce soir au règne minéral. Mais pour comprendre ce règne, son origine et sa fonction dans le grand champ de la création, il nous faut procéder, comme c'est la règle en ésotérisme, du global vers le particulier. Alors, en limitant notre approche globale à notre système solaire, nous allons commencer par évoquer les deux règnes sur lesquels nous savons que peu de choses, si ce n'est que nous leur devons l'existence, à savoir le règne planétaire et le règne stellaire, les sixième et septième règnes de la nature. En effet, pour pouvoir resituer dans un contexte plus global les trois règnes que nous allons voir ce printemps, il est intéressant de comprendre quelque peu la genèse de l'existence qui a créé et qui a aménagé la Terre en une terre d'accueil, qui est le titre de la conférence de ce soir. Alors pour reprendre brièvement ce que nous avons détaillé lors de la première conférence de ce cycle, nous habitons un univers qui est une grande vie, et non un grand vide. L'espace est le corps physique de cette grande entité dont nous ne savons rien, si ce n'est qu'il est empli d'énergie que nous ne sommes pas encore en capacité d'appréhender, hormis, on pourrait dire, par des calculs mathématiques. Dans cette grande vie une se trouvent l'esprit et la matière, qui doivent prouver leur mutuelle unité. Et ce travail s'opère par l'intermédiaire de l'âme. Et pour que l'âme puisse amener ses qualités dans la matière, il est indispensable qu'elle dispose d'un terrain d'expérimentation, d'un monde dans lequel elle puisse côtoyer la matière pour l'amener à vibrer de plus en plus subtilement. C'est ce qu'elle va pouvoir faire après à travers le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Ainsi, l'âme apprend, un peu comme si elle était à l'école de la manifestation qu'elle a créée. Mais pour ça, il est indispensable de construire l'école planète Terre. Et pour ce faire, il a fallu que cette école soit pensée par une étoile, le Soleil. Et c'est donc en partant d'un maître d'œuvre, d'une étoile, que les planètes existent, devenant toutes des terres d'accueil pour les formes de vie que nous connaissons sur Terre ou pour d'autres formes de vie beaucoup plus subtiles et qui échappent pour l'instant complètement à l'entendement humain sur les autres planètes de notre système solaire. Mais pour y voir plus clair, prenons cette histoire depuis son point de départ. Alors, nous n'allons pas discuter de la réalité du Big Bang, qui reste un sujet fortement discuté au sein même de la communauté scientifique. Et puis nous allons nous limiter à une approche de l'univers tel qu'il apparaît quelques milliards d'années après sa naissance. Aujourd'hui, la représentation que nous en avons, par l'approche astrophysique, décrit un gigantesque espace d'énergie en expansion, parsemé, ça et là, de milliards de galaxies, composées elles-mêmes de milliards d'étoiles, avec chacune leur cortège de planètes. Ainsi que nous l'a montré la physique quantique, cet univers est donc avant tout un monde d'énergie, et qui, en certaines circonstances, se matérialise en étoiles, en planètes, et en tout ce qui peut vivre dessus. Naturellement, tous ces astres naissent, évoluent, meurent, et renaissent, puisque nul n'échappe à la loi des renaissances. Alors pour bien se représenter ce phénomène de matérialisation, il nous faut avoir en tête les 7 états de l'énergie matière. En commençant par le plus subtil, le premier éther, il y a d'abord ce que l'ésotérisme appelle le premier éther, donc qui est le niveau d'énergie le plus abstrait.
Puis à mesure que l'énergie se densifie, on va trouver trois autres états qu'on appelle le deuxième éther, le troisième éther et le quatrième éther. Puis en poursuivant la densification du quatrième éther, la notion d'énergie éther laisse la place à des états que nous connaissons mieux au quotidien et qui sont l'état gazeux, le cinquième, l'état liquide, le sixième, et l'état solide, le septième. Cet état donc de la matière. Il est intéressant de faire le rapprochement avec la physique, qui reconnaît aussi cet état de la matière. Elle reconnaît naturellement les trois états solides, liquides, gazeux, mais aussi, depuis peu, les quatre éthers. Ils ne sont pas appelés éthers, bien sûr, mais par exemple, ils sont appelés plasma ionisé pour le quatrième éther, plasma quark gluon pour le troisième éther, les condensats Bose-Einstein pour le deuxième éther, et les condensats fermioniques pour le premier éther. Ça vous parle. Bon, donc ça ne nous avance pas beaucoup, mais c'est toujours intéressant de faire des ponts. Si pour nous ces stades semblent bien séparés, ne serait-ce que gaz, liquide, solide, les passages de l'un à l'autre, du subtil vers le dense ou du dense vers le subtil, sont en réalité une constante. Tout existe d'abord en tant qu'énergie. Les étoiles et certaines planètes comme Jupiter se densifient jusqu'au gaz. Et d'autres planètes le font jusqu'au liquide et au dense, comme la Terre. Mais lors de leur mort, toute leur matière repart à l'énergie. Naturellement, ça pose la question de savoir de ce qui est à l'origine de cette concrétisation ou de cette dissolution. Et là où la science ne voit pour l'instant que des circonstances physiques encore un peu mystérieuses, nous savons du point de vue de la vision intérieure que tout cela est initié par la volonté, par l'amour et par l'intelligence de conscience cosmique que nous ne pouvons que très vaguement imaginer et qui répondent à la loi de sacrifice, première loi de l'âme que nous avons étudiée lors des 3 conférences précédentes. En effet, c'est sous l'impulsion de la loi de sacrifice que ces consciences cosmiques vont densifier localement les états de plasma, les éthers, jusqu'à descendre sur le plan gazeux et produire de gigantesques nuages d'hydrogène qu'on appelle des nébuleuses. L'hydrogène est ainsi le premier élément apparu dans l'univers. Une fois ces nuages d'hydrogène formés, les consciences à l'origine de ce processus continuent d'exercer et d'œuvrer à la densification de l'énergie en poursuivant le travail de concentration de l'hydrogène qui s'agrège sous forme de grandes sphères, des immenses sphères, jusqu'à ce que la pression à l'intérieur de ces sphères soit telle qu'elle enclenche une fusion nucléaire. Et ainsi naissent les étoiles. Et c'est pour ça que les astrophysiciens ont surnommé les nébuleuses des pouponnières d'étoiles, parce que ce processus y est permanent. Les étoiles sont donc le corps physique de grandes consciences qui prennent part à la création du monde. En effet, grâce aux températures prodigieuses et à la pression colossale qui règne au cœur des étoiles, les réactions de fusion nucléaire de l'hydrogène font apparaître de nouveaux éléments comme l'hélium. Puis progressivement, la fusion de l'hélium lui-même donne naissance au carbone, à l'oxygène, à l'azote et à quelques autres éléments encore. Et puis plus l'étoile vieillit, plus la température et la pression en son centre augmentent, et plus elle produit des éléments denses, jusqu'à ce que l'étoile arrive en fin de vie et explose. Et dans cette phase explosive, d'autres réactions de fusion se produisent et éjectent des éléments toujours plus denses, donc plus lourds. Et c'est dans ces éjectats d'étoiles que se trouvent les premiers minéraux. Et il y a peu, une nouvelle science appelée l'astrominéralogie a cherché à déterminer quel était le premier minéral du cosmos à s'être formé. Alors, leurs travaux ont récemment apporté des réponses en cherchant dans la région de notre système solaire, grâce à l'étude des météorites et à ce qu'ils appellent des grains présolaires, c'est-à-dire de petits éléments précédant notre système solaire. Et leurs recherches concernant les premiers minéraux à se former ont établi qu'il s'agissait essentiellement de diamants et de carbure de silicium.
Alors bien sûr, ne rêvons pas, la taille de ces diamants est nanométrique, c'est-à-dire qu'ils se mesurent en milliardièmes de mètre. Mais ces études attestent que les diamants sont les premiers minéraux à se former, car ils se forment à de très hautes températures et sous de fortes pressions dans les gaz brûlants de l'étoile qui vient de disparaître. Puis naissent d'autres minéraux, comme le plomb, l'or et le platine, et tout cela évidemment à l'échelle microscopique. Et comme tout respire dans l'univers et que tout est cycle, et que la loi des renaissances s'applique à l'ensemble des éléments du vivant, les étoiles, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'échappent pas à la règle générale. Par conséquent, chaque conscience d'étoile, qu'on appelle un logos, donc chaque logos stellaire, donc qui a terminé momentanément sa mission, et qui a vu sa forme exploser et emplir l'espace de sa substance, recrée à partir des matériaux dispersés par l'explosion de sa première forme, une étoile, qu'on pourrait appeler étoile de seconde génération. Alors, à nouveau, l'hydrogène se condense et donne naissance à une nouvelle étoile qui va pouvoir alors maintenant s'entourer d'un système planétaire. Grâce à tous les matériaux fabriqués et laissés sur place à disposition par la première étoile. En effet, comme on ne peut pas vivre en tant que forme sur une étoile, il est indispensable que le deuxième stade du projet de création mette en jeu la nécessaire élaboration de planètes. Et donc de grandes consciences, de grandes âmes, c'est synonyme, se soumettent à nouveau à la loi de sacrifice et acceptent de se limiter dans un corps planétaire pour permettre à d'autres consciences de s'incarner. Par la loi d'attraction, ces consciences attirent des éléments et vont élaborer deux types de planètes. Des planètes gazeuses à partir de l'hydrogène, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et puis des planètes telluriques à partir des minéraux, comme Mercure, Vénus, Terre, Mars et Pluton. Actuellement, la plupart des étoiles que nous observons sont dites de deuxième génération, et sont donc accompagnées d'un cortège de planètes qu'on découvre de plus en plus. Alors, maintenant qu'on a jeté un coup d'œil un petit peu global, dans ce grand processus de génération, intéressons-nous un petit peu de plus près à la Terre, qui est une planète entièrement faite de minéraux, ce qui relie étroitement ce règne à la raison d'être de la planète elle-même. Mais avant de poursuivre, resuivons bien notre propos dans le cadre de notre thème annuel, l'âme dans tous ses états. Ce sont les états d'âme du minéral que nous allons développer ce soir. Et non tous les phénomènes témoignant des aspects formels de ce règne, même s'ils sont passionnants par ailleurs. Nous allons chercher à comprendre l'expression particulière de l'âme à travers le règne minéral en tant qu'aspect de l'âme une. Les détails techniques et concrets que nous allons donner ne sont là que pour nous permettre de bien faire le rapport entre les lois de l'âme et ses effets sur le minéral. Bien. Ceci précisé, que pouvons-nous comprendre du projet de l'âme qui anime le règne minéral? Quel est son but? En quoi participe-t-elle au plan de l'âme une? Quelles sont ses modalités d'évolution? C'est à ces questions que nous allons chercher à répondre ce soir. Commençons par dire que l'âme du minéral poursuit trois objectifs. Le premier, c'est de concourir à la construction de planètes, permettant l'existence des formes les plus denses. Et c'est ce qu'il réalise sur 5 planètes dans le système solaire. Ce second objectif, comme nous l'avons dit, c'est de disposer de formes pour qu'elles puissent apprendre à manipuler et organiser la matière. Au fil de son apprentissage, l'âme progresse en élaborant des structures cristallines de plus en plus parfaites, répondant à la structure du plan planétaire et permet ainsi au minéral d'évoluer. Enfin, son troisième objectif consiste à devenir radioactif afin de démontrer la puissance de la présence radiante de l'âme au cœur des formes les plus denses et de répondre ainsi pleinement au plan d'amour. Alors, voyons maintenant plus en détail chacun de ces trois objectifs. Premier objectif, participer à l'élaboration planétaire. Le premier but du minéral, c'est donc de répondre au plan du logos planétaire et du logos solaire, et de répondre à la volonté d'aimer et au besoin de créer initié par le logos solaire.
L'âme du minéral y répond par la première loi de l'âme, donc la loi de sacrifice, et s'offre pour façonner une planète qui permettra au règne végétal, animal et humain d'y vivre. Rappelons que l'essence même de la loi de sacrifice, c'est une effusion spontanée et joyeuse de la vie, afin que d'autres puissent y participer. Et c'est vraiment ce qui se passe ici. La loi de sacrifice doit donc être bien comprise comme essentiellement la loi du don, la loi de l'évidence du partage. Donc, par cette loi, le règne minéral devient la structure de base qui donne cohérence et stabilité à la planète. Parce que la Terre, depuis la croûte terrestre jusqu'à son centre en fusion, n'est constituée que de minéraux. Ces formes minérales, outre leur fonction de soutien, fournissent aussi les éléments vitalisants indispensables à l'existence des autres règnes. Parce que la structure de toutes les formes résulte de la fixation de matière minérale sur le corps éthérique. En effet, par sa qualité magnétique, c'est le corps éthérique qui attire les minéraux nécessaires à l'édification des structures physiques ou des squelettes des autres règnes. Ainsi, l'âme du minéral, on pourrait dire, pose, entre guillemets, la première pierre de l'existence terrestre. Par son extraordinaire condensation, ce règne est l'expression la plus dense et aussi apparemment la plus inerte de la vie. Enfin, apparemment. On dit que le grand pouvoir de l'âme y est emprisonné et qu'il représente une puissance encore inexprimée, mais qui répond cependant au plan d'amour fondamental. Et chacun peut ressentir la force statique des chaînes montagneuses et percevoir en montagne la puissance qui s'en dégage, sans réaliser souvent que derrière nos ressentis, il est question d'une émanation de l'âme du minéral dont nous sommes plus ou moins conscients. Donc, le règne minéral est présent dès la fondation de la Terre, il y a un peu plus de 4 milliards d'années. Ce qui pose la question importante de son évolution. Ouais. Parce que les travaux des astrominéralogistes ont montré que les éjectats laissés par l'étoile précédant notre Soleil actuel ne contenaient qu'une douzaine de minéraux. Or, on en dénombre aujourd'hui plus de 5000 sur Terre. Comment a-t-on pu passer de 12 à 5000 ? Comment sommes-nous passés à une telle profusion ? Et là, nous arrivons à une idée qui est en soi une petite révolution, parce que les astrominéralogistes n'hésitent pas à parler maintenant d'une évolution des espèces minérales. Évolution qui ne serait pas à considérer sous un aspect darwinien, donc une évolution qui ne serait pas due à une adaptation quelconque du minéral à de nouvelles conditions d'existence. Et ça, c'est fondamental, parce que du coup, c'est admettre que l'évolution ne vient pas de l'extérieur. Donc, que le minéral soit un règne vivant qui naît, évolue et meurt, c'est pas nouveau pour l'ésotérisme, mais pour la science, ça l'est vraiment. Alors, question maintenant. Comment l'évolution du minéral l'amène-t-il à se reproduire et à passer d'une douzaine d'espèces à 5000 ? Eh bien, grâce à la deuxième loi de l'âme, grâce à l'intervention de la loi d'impulsion magnétique. C'est en effet la conjugaison des lois de sacrifice et la loi d'impulsion magnétique qui impulse l'augmentation numérique des espèces minérales et leur évolution. Ça peut surprendre, mais il ne faut pas faire un copier-coller avec la loi d'impulsion magnétique telle que nous l'avons vue, telle que nous l'avons décrite en rapport avec l'âme de l'humanité. En effet, si les lois de l'âme une sont les mêmes pour tous, il faut bien comprendre que les réponses à ces lois vont être sensiblement différentes au sein de chaque règne. Si la loi d'impulsion magnétique amène notre âme à fonctionner automatiquement en tant qu'ensemble, pour qu'à terme l'humanité réalise la valeur de la conscience de groupe. Dans le règne minéral, l'âme impulse sans cesse l'association et la coopération. Alors, sans entrer dans la complexité de toutes les transformations qui ont façonné ce règne pendant des millions d'années, même des milliards d'années, disons simplement que l'âme du minéral va mettre en œuvre une conscience associative en s'alliant à des éléments pour donner naissance à de nouveaux minéraux et à ce qu'on appelle des alliages
et à ce qu'on appelle des amalgames. Amalgame, c'est un mot qui veut dire œuvre d'union. On peut ainsi dénombrer 5 facteurs créateurs. Et c'est ainsi que sous l'impulsion de leur âme, eh bien, des éléments comme l'oxygène jouent un rôle d'oxydation créatrice auprès d'autres éléments. De même, la conscience de l'eau, sous quelle forme que ce soit, alliée à l'âme des minéraux environnants, provoque des mutations et préside à la formation des cristaux. L'âme minérale va aussi procéder à la transmutation. Ce qu'on appelle la transmutation, c'est ce qui peut être défini comme le passage d'un état à un autre par le feu. L'âme minérale va donc s'associer à des chaleurs intenses et au volcanisme des couches profondes de la Terre, en créant ainsi de nouvelles combinaisons, donc de nouvelles espèces minérales. Et ces transmutations sont rendues possibles en associant ces hautes températures avec les fortes pressions exercées dans les profondeurs de la Terre. Enfin, si la loi d'impulsion magnétique gouverne l'âme une et celle de chacun des règnes, elle gouverne aussi les rapports interrègnes. Ainsi, l'âme animale, associée à l'âme minérale, élabore des programmes de coopération. Grâce aux bactéries, les résidus de squelettes ou d'innombrables animaux marins, tels les crabes et coquillages, ont donné naissance à nombre de minéraux, dont certains ont constitué par exemple les fameuses falaises de craie qu'on peut voir en Normandie. Et n'oublions pas la collaboration avec le règne humain, grâce à la sidérurgie et à la fabrication de nouveaux alliages. Donc, comme on peut le voir, la coopération entre règnes, pilotée par la loi d'impulsion magnétique, est absolument omniprésente. Et c'est cette gigantesque coopération d'âmes qui a donné naissance à la richesse extraordinaire du minéral sur Terre actuellement. Mais surtout, ne nous y trompons pas, ne réduisons pas cette évolution à des facteurs extérieurs. La réponse de plus en plus importante à la loi d'impulsion magnétique est avant tout due au changement de conscience que l'âme minérale réalise à mesure de toutes ces expériences et que nous allons voir avec le second objectif. Donc pour nous résumer, le premier objectif du minéral consistait à participer à la construction d'une terre d'accueil, puis grâce à sa multiplication, à continuer de l'enrichir considérablement. Le deuxième objectif, c'est d'être une opportunité d'apprentissage physique pour que l'âme minérale puisse évoluer en apprenant à organiser la matière. En effet, si dans un premier temps l'âme minérale a vécu un processus d'involution en s'incarnant et en construisant notre planète, dans un deuxième temps, elle enclenche un processus d'évolution de conscience, ce qui va transmuter la matière de ses formes en structures de plus en plus régulières. Alors, d'une manière générale et en utilisant le vocabulaire alchimique, souvenons-nous que, en involution, tout naît dans la lumière du soleil pour se matérialiser et aller vers les ténèbres, alors qu'en évolution, tout naît dans les ténèbres et retourne vers la lumière. Alors, puisque tout est constitué d'énergie, sur quelles énergies s'appuie cette évolution de conscience? L'âme du minéral est une émanation du rayon 7 d'ordonnancement. Ce rayon, qui est l'expression physique du rayon 1, est à l'origine de toutes les structures physiques, éthériques et denses des différents règnes. Le rayon 7 a pour but de reproduire dans le monde de la forme dense la réalité subtile telle qu'elle existe essentiellement. Et cette énergie de rayon est sensible au plan divin et y répond en organisant des structures qu'il s'efforce de rendre conformes au plan pour qu'à terme, ce qui est en bas soit le reflet non déformé de ce qui est en haut. Et c'est pourquoi, grâce à l'impulsion de sa conscience, le règne minéral, qui est constitué de cristaux géométriques plus ou moins réguliers, évolue en élaborant des structures cristallines de plus en plus parfaites. Le Tibétain nous dit à ce propos que si nous réussissions à comprendre la géométrie des minéraux, nous serions capables de décrypter le plan divin. Bon, là non plus, ça ne nous aide pas vraiment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater que, comme par hasard, il n'existe dans le minéral que 7 sortes de structures cristallines, chacune d'entre elles répondant forcément à l'un des 7 rayons. Naturellement, cette évolution n'est pas individuelle. Comme nous l'avons vu,
l'âme dans le règne minéral est collective, ce qui veut dire qu'il n'existe donc pas une âme par rocher ou une âme par caillou, mais une âme par espèce de minéral. Et donc l'âme de chacune de ces espèces ne s'en tient pas à ce qu'elle est, et cherche à progresser dans sa capacité à transformer sa structure. Évidemment, ça se passe à des échelles de temps tellement immenses que nous ne nous en rendons pas compte. Et pourtant, les minéraux ne sont pas toujours ce qu'ils sont, car ils sont en mutation permanente. Et pour cette évolution, l'âme du minéral poursuit un processus de transmutation en utilisant les 5 mêmes coopérations que pour l'involution, et plus particulièrement d'ailleurs le feu et la pression. Et donc c'est sous ces influences que la structure cristalline de chaque minéral se raffine pour s'ajuster millénaire après millénaire au plan initial. Et c'est pourquoi, aussi surprenant que ça puisse paraître, l'évolution du minéral passe par diverses phases d'évolution de conscience. Ça peut s'apparenter au stade évolutif de l'humain que nous appelons conscience de masse, conscience individuelle et conscience de groupe. Bon. Mais en ce qui concerne le minéral, nous pourrions appeler ces 3 stades conscience en sommeil, qui concerne les minéraux basiques. Puis conscience qui s'éveille pour les pierres et les métaux semi-précieux. Et enfin, conscience pleinement éveillée pour les métaux précieux, les pierres précieuses et les métaux radioactifs. Plus tard, la science attestera de cette évolution en établissant les classes qui correspondent aux progressions de ces 3 niveaux de conscience au sein du cycle évolutif des minéraux. Mais bon, pour l'instant, seuls quelques cas sont reconnus, comme celui du carbone, minéral de base, qui s'éveille en devenant quartz, et puis qui fait preuve d'illumination en devenant diamant. C'est une transmutation d'ailleurs incroyable, parce que si nous prenons un morceau de charbon et un diamant, qui sont tous deux du carbone pur, nous constatons que le charbon est noir, opaque et friable, alors que le diamant est le corps le plus pur, le plus transparent et le plus dur. Et pourtant, il s'agit du même matériau, le carbone. Et donc, le passage de l'un à l'autre vient de la poussée de l'âme qui, par la pression et la puissance du feu, a permis cette transmutation du charbon au diamant. Et ce qui apparaît derrière ces 2 formes allotropiques, c'est que la nature du charbon est chaotique, alors que celle du diamant est parfaitement alignée. L'évolution de conscience du minéral est donc une question d'alignement. Et si la science ne rend pas encore compte de ces transmutations à l'œuvre, cette étude intéresse depuis toujours les alchimistes. En effet, le processus alchimique dans l'imaginaire commun, il est relié à la transformation du plomb en or. Mais cette vision formelle et matérialiste voile complètement la réalité. Le but de la chimie, c'est de transformer la matière en lumière. C'est de passer de la matière à l'énergie lumière. C'est l'inverse du mouvement involutif de la création qui densifie la lumière et la transforme en matière. C'est pourquoi les alchimistes participent à l'évolution en s'intéressant à la vie située au-delà des apparences et à la révélation de la lumière qui s'y trouve cachée. Pour eux, les minéraux, comme toute matière, sont vivants et dotés d'une conscience évolutive qu'il s'agit de révéler. Et c'est pourquoi ils considèrent que les 7 métaux habituellement associés aux 7 planètes traditionnelles, que sont le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or, sont en réalité le même métal, à des âges différents, et donc à des états différents de conscience. Ce qui signifie que le plomb devient or en passant par toutes ces étapes au cours de millions d'années. Patrick Burensteinheiss, un alchimiste contemporain, détaille cette révélation de lumière. Sachant que révéler veut dire tirer les voiles en arrière. Il nous dit que si on retire un premier voile, si on retire une première ombre au plomb, on obtient de l'étain. Lorsqu'on retire un voile à l'étain, on obtient du fer.
Un autre voile révèle le mercure. Un quatrième fait passer au cuivre. Un cinquième fait passer à l'argent. Et un sixième à l'or. Et enfin, quand on retire le septième voile, la septième ombre à l'or, on trouve la lumière. Le but de la chimie, donc, comme vous voyez, ce n'est pas de transformer le plomb en or, mais de le transformer en Aor, A-O-R, un mot hébreu qui signifie lumière. La quête de la chimie, ce n'est pas la matière, mais l'âme. Ce n'est pas l'or, mais le Aor, le but visé. Le but visé, c'est la transformation qui révèle la lumière au sein de la matière la plus dense. La chimie, c'est donc une invitation à pénétrer les mystères de l'âme du minéral et à l'accompagner dans son évolution et dans son service essentiel. Et c'est ce qui nous amène à considérer la troisième loi de l'âme, la loi de service, et la façon dont elle opère dans ce règne le plus dense. Et c'est là que nous allons rencontrer tout à l'heure le troisième objectif. Nous avons vu le mois dernier, en évoquant la loi de service pour l'humanité, que cette loi est la nature même de l'âme, et que chez l'humain, il ne faut surtout pas la confondre avec tous les services que peut rendre la personnalité. Et c'est ce qui nous a amené à rappeler la différence entre le service, véritable radiation de l'âme à travers la personnalité, et les services, souvent fort utiles d'ailleurs, rendus par tel ou tel vis-à-vis d'une cause ou vis-à-vis de ses contemporains. Et comme les lois de l'âme sont universelles, on va retrouver cette même différenciation au niveau du minéral. Et c'est pourquoi là aussi nous ne devons pas confondre la radiation de l'âme du minéral à travers sa forme et les nombreux services rendus par le règne minéral à l'humanité et à tous les terriens. Et ces services rendus, ils sont innombrables. Et pourtant, s'il est courant d'entendre que l'humanité ne peut vraiment pas se passer des végétaux, des animaux, il est moins courant d'entendre ce même discours concernant les minéraux. Et pourtant, sans le règne minéral, rien de notre monde manifesté n'existerait. Sans le règne minéral, la planète, les végétaux, les animaux, les humains et tout leur environnement n'existeraient tout simplement pas. Le minéral est à la base de toutes les structures existantes. Il est l'élément solide qui donne corps à chaque forme de manifestation. Il est indispensable à tous les échanges cellulaires qui caractérisent le vivant comme à l'élaboration de ce qui nous semble inanimé. Il sert à construire tous nos habitats et tout ce qui les meuble. Il sert à fabriquer tous nos moyens de locomotion, tous nos moyens de communication, tous les objets que nous utilisons au quotidien. Sans le minéral, nous n'aurions ni os, ni dents, ni ongles, ni métabolisme cellulaire. Sans le minéral, nous ne connaîtrions pas l'électricité, la radio, le téléphone, l'ordinateur. Bref, sans le règne minéral, nous ne serions pas. Les minéraux sont omniprésents. Ils sont à la fois le socle et la matière qui maintient en vie toute existence. Ils sont vraiment les fondations de notre vie sur Terre. Par conséquent, on peut dire que si l'âme se trouve au fondement de l'existence, le règne minéral en représente les fondations. Et c'est en cela qu'il rend service à l'existence, en réponse à la loi de sacrifice. Ok. Mais la loi de service va au-delà de ces rendus de service et lui impose de rayonner la puissance de son âme à travers les formes qu'il prend. Et ces rayonnements ne sont pas identiques selon les espèces de minéraux. Globalement, on peut distinguer 3 radiances différentes s'exprimant à travers 2 catégories de minéraux et un stade commun d'évolution vers lequel tous convergent. Nous pouvons donc distinguer tout d'abord les minéraux métalliques, qu'on appelle les métaux, puis les minéraux non métalliques, qu'on appelle aussi des pierres, et le stade d'évolution vers lequel tous deux cheminent, les minéraux radioactifs. Reprenons chacun en détail pour en préciser la nature du service. Tout d'abord, les minéraux métalliques. D'un point de vue formel, les métaux sont caractérisés par des structures cristallines très simples et ne sont composés que d'un seul élément chimique. Sur les 5000 minéraux répertoriés actuellement sur Terre,
les métaux ne sont qu'une trentaine. Et on compte parmi eux les 7 métaux que nous avons cités tout à l'heure, plomb, étain, fer, mercure, cuivre, argent et or. La principale caractéristique commune à tous les métaux, elle réside dans leur pouvoir de conduire l'électricité et la chaleur. Bien sûr, actuellement, quand on parle d'électricité, nous ne voyons que l'acheminement de la fée électricité dans nos foyers, grâce à laquelle une partie de l'humanité a pu se libérer de l'emprise de certaines tâches matérielles et puis s'atteler au développement de la lumière mentale. Mais cette électricité n'est qu'un aspect formel et minime de l'électricité cosmique, parce que tout existe en fractal. Et c'est pourquoi les minéraux nous réservent certainement des surprises dans leur capacité conductrice de courants subtils dont nous ignorons tout à l'heure actuelle. Nul doute qu'ils joueront un rôle fondamental dans la captation et l'acheminement de l'énergie libre. Alors, nous voyons que l'or, qui se situe au sommet du mouvement évolutif des métaux, n'est pas utilisé pour conduire l'électricité, pour des raisons économiques qu'on comprend bien. Mais que savons-nous de ses capacités à recevoir et à faire circuler des aspects de l'électricité qui nous échappent actuellement complètement? En outre, depuis la nuit des temps, il a été à la base de nombreux échanges économiques entre les hommes. Il a toujours été le symbole de la lumière matérialisée, et son rayonnement continue à mener le monde. Ce que nous en comprenons actuellement, ce que nous en percevons, mais ce n'est que l'aspect émergé des forces électriques qui le constituent. En fait, il dégage des énergies que nous ne reconnaissons pas consciemment, mais qui nous attirent malgré nous et créent cet enthousiasme vis-à-vis de lui. Voilà donc un aperçu de la manière dont la loi de service s'exprime à travers les métaux. Alors, voyons maintenant le service tel qu'il s'exprime à travers les minéraux non métalliques, c'est-à-dire à travers les pierres. Ce sont des minéraux qu'on trouve en plus grand nombre dans la nature. C'est vraiment ceux qu'on trouve partout. Ils sont composés d'un seul élément, comme le carbone, ou de plusieurs éléments en multiples combinaisons. Et la voie évolutive de cette famille mène à différentes formes de cristaux, comme le quartz, et qui mène à toutes les pierres semi-précieuses, comme l'améthyste, ou précieuses, telles que le saphir, l'émeraude, le rubis ou le diamant. Ces pierres sont de très mauvaises conductrices d'électricité. Mais lorsqu'elles ont atteint leur état de pleine conscience minérale, l'âme transparaît à travers elles, car elles sont d'excellentes conductrices de lumière. Les écrits ésotériques disent que le diamant représente la perfection de Dieu dans la matière. La puissance de sa force manifestée par son extrême densité et sa transparence prouve que la géométrisation parfaite, c'est-à-dire l'alignement totalement ajusté au plan, il est créateur et vecteur de lumière. Et là encore, la fascination de l'humanité pour ces pierres résulte très certainement du rayonnement de leur âme. Abordons enfin le troisième service, celui des minéraux radioactifs, qui se trouve être en même temps le troisième objectif du règne minéral qu'on a défini tout à l'heure. Les minéraux radioactifs sont à l'heure actuelle ceux qui contiennent de l'uranium, du thorium, du radium et quelques autres. Si le service des métaux, c'est de transmettre l'électricité, si le service du carbone diamant et de toutes les pierres précieuses, c'est de transmettre la lumière, le service des minéraux radioactifs consiste à irradier, à répandre alentour la radiance de l'âme qui les habite. Ce sont des générateurs d'énergie qui exposent à tous les effets de la domination de la forme matérielle par l'âme. Et aujourd'hui, même si l'astrominéralogie parle bien de l'involution du minéral, seule la psychologie ésotérique parle de l'évolution de conscience au sein de ce règne. Il place les minéraux radioactifs au sommet de sa pyramide évolutive, au-delà du diamant et de l'or, qui à terme deviendront eux aussi radioactifs. Le secret de l'évolution du minéral est tout entier contenu dans ce chemin de transmutation qui mène les métaux et les pierres à la radioactivité, à la radiation de l'âme au-delà de toute frontière formelle. Par cette abolition des frontières formelles sur le plan de la manifestation, la radioactivité du minéral répondra de façon parfaite au plan d'amour initié par le rayon 1.
Ainsi, le travail de glorification de la matière sera complètement abouti. Le but du service du règne minéral, c'est donc de démontrer la radioactivité de la vie et de l'ensemble des énergies qui animent chacune des cellules de la manifestation. Alors évidemment, avant d'y parvenir, son service s'exprime en laissant passer la lumière de son âme ou en réceptionnant et en diffusant la puissance de la lumière électrique qui emplit l'univers non manifesté. Mais à terme, on arrive à la radioactivité. Lorsque le 7e rayon entre en manifestation, comme c'est le cas aujourd'hui, une intensification du taux de radiation du minéral se fait sentir. Cette influence croissante du rayon 7, qui va colorer toute l'air du Verseau, va permettre au règne minéral de nouvelles transmutations, l'amenant à accroître sa radioactivité, jusqu'à ce que celle-ci devienne une nouvelle norme pour l'ensemble du monde minéral. Et cette augmentation du taux de radioactivité naturelle du minéral aura évidemment des conséquences sur les corps de tous les autres règnes, puisque le minéral est à la base de toutes les existences. Alors, comme nous l'avons dit, l'astrominéralogie a mis en évidence que notre système solaire a hérité de diamants microscopiques, qui sont la matérialisation des états de conscience atteints par le règne minéral précédent, dans un système solaire précédent. Et ce sont ces poussières de diamants qui ont contribué lors de la phase involutive de la Terre à donner naissance à tous les minéraux. Notre système solaire actuel va donc permettre à bon nombre de minéraux d'atteindre ou de dépasser les stades de l'or et du diamant devenant de plus en plus radioactifs. Et à sa disparition, nous pouvons supposer qu'il lèguera au système solaire suivant non plus des diamants, mais des minéraux radioactifs, des minéraux dont l'âme rayonne. Alors voilà ce que nous pouvons dire ce soir sur la partie de l'âme une qui s'exprime à travers le règne minéral. Cette étude nous amène à le considérer comme un règne vivant, qui répond au même titre que toutes les existences à un projet d'âme, ce qui change notre regard. Ça nous amène à comprendre qu'il évolue pour répondre au plan d'amour mis en œuvre sur Terre, ce qui nous relie à son être essentiel. Car mettre en évidence ces réponses aux lois de l'âme de sacrifice, d'impulsion magnétique et de service, ça nous fait pénétrer plus profondément dans sa nature. Ensuite, en éclairant combien le minéral répond à ces lois, nous avons progressé dans la mise en lumière de l'unité des lois de l'âme. L'âme, dans tous ses états, nous renvoie sans cesse à l'âme une. Et nous poursuivrons cette étude avec les deux autres règnes. Enfin, nous avons vu que les effets des lois de l'âme sur le minéral étaient bien spécifiques à ce règne. Mais peut-on dire pour autant que ça ne nous concerne pas ? Dans quelle mesure les effets des lois de l'âme sur le minéral peuvent-ils être pris en compte pour l'évolution humaine ? Est-il intéressant de considérer la structuration géométrique, la pression, la chaleur, la capacité de conduire l'électricité, la lumière et la radioactivité comme des conséquences d'impulsion de l'âme une et par conséquent qui nous concernent ? C'est ce que nous allons chercher à mettre en lumière. Nous avons vu que l'âme du minéral en involution, comme en évolution, soumet ses créations à la chaleur et à la pression pour que s'opère lentement le processus de transmutation qui entraîne à terme la radioactivité de tous les minéraux. Si l'âme de l'humanité ne soumet pas les humains à la chaleur et à la pression des profondeurs de la Terre, elle le fait pourtant continuellement usage de pression et de chaleur au cours de l'involution et de l'évolution humaine, même si elle ne le fait pas au niveau physique. Tout d'abord, en involution, l'âme construit le petit moi en activant les feux de l'émotionnel. Et c'est en répondant à ces feux que l'humanité atteint la conscience individuelle. Qu'il s'agisse des feux de l'amour, des feux de la passion, des feux du désir, le corps émotionnel répond à la pression du feu. Il s'enflamme pour des idées, des idéaux, des croyances qui peuvent conduire au fanatisme. Et il cède facilement au feu de la colère qui attise des comportements belliqueux. L'âme met également à profit toutes les pressions qui s'exercent sur l'individu et qui ne le laissent pas en repos. Pression des conditions karmiques, des conditions économiques, pression nationale et internationale,
pression pour vivre ou survivre, pression psychologique, et qui sont toutes d'une façon ou d'une autre des pressions de l'âme qui obligent à avancer. Puis progressivement, sous la pression de l'âme toujours, l'humain amorce l'évolution, en renonçant progressivement au feu de l'émotionnel pour faire place au feu purificateur du mental. Il peut alors donner naissance à un monde précieux, entendez un monde près des cieux, qui vibre sur des fréquences plus subtiles. Alors on pourrait dire que finalement, c'est pas de tourpeau cette histoire. Ah non. Et c'est pourquoi que quand on a envie d'avoir la paix et d'être tranquille, on dit aux autres, oh, il n'y a pas le feu. Ou arrête de mettre la pression. Et en effet, le feu et la pression ne nous laissent jamais en paix. Et ils nous font évoluer tout comme le minéral. Si nous comprenons que nous sommes continuellement modelés par le feu, il est aussi nécessaire de réaliser que c'est en changeant la nature du feu auquel nous nous exposons que nous évoluons. Et des feux de l'émotionnel au feu de l'esprit, il y a de nombreuses étapes. Il est aussi nécessaire de réaliser que nous n'échappons pas à la pression, mais que là aussi, nous avons le choix de la pression à laquelle nous répondons. Et plus nous sommes sensibles à la pression de l'âme, à la pression du cœur, au lieu de l'être à la pression du monde des formes et des événements, et plus nous progressons dans les justes relations. Et c'est ainsi qu'à l'image du minéral se réalise la transmutation humaine. Alors pour mieux comprendre ce processus de transmutation, ce passage d'un état à un autre par l'opération du feu, refaisons un tour du côté de l'alchimie, qui est un véritable terrain de rencontre entre l'évolution de l'âme de l'humanité et l'âme du minéral. Le but intérieur de l'alchimie est souvent exprimé par un symbole qui n'est autre que l'obtention de la pierre philosophale. Cette pierre qui est parfois présentée comme ayant la capacité de transformer le plomb en or et de donner l'immortalité. En réalité, cette pierre est le symbole de la transmutation de l'humain. C'est le symbole de la métamorphose de la réalité inférieure en aor, en lumière. La quête de la pierre philosophale n'est autre que la quête de la sagesse, qui nécessite de se détourner des feux de l'émotionnel et de se tourner vers les feux du mental et de l'âme réunis, en choisissant de la servir. Et c'est ce qui donne accès à l'immortalité. Parce que vivre en tant qu'âme, c'est être immortel. Et c'est pourquoi l'alchimiste n'est pas un simple observateur de ses expériences, mais y participe pleinement par sa propre transmutation. En témoignent les stades de transmutation nécessaires à la fabrication de la pierre philosophale. On dit que la première étape pour avoir la pierre philosophale consiste à prendre de la matière et à la soumettre à de très hautes températures pour la décomposer et séparer le subtil du dense. C'est l'art d'enlever les voiles dont nous avons parlé tout à l'heure. Puis, il s'agit de recomposer la matière à partir des cristaux purifiés pour recomposer une nouvelle substance, débarrassée de ses impuretés, qui pourra laisser passer la lumière. Et enfin, une fois que le cristal est parfaitement pur, il ne fait plus résistance et irradie la lumière. Voilà. Alors si ces trois phases sont assez insuffisantes quand même pour comprendre la chimie, elles sont suffisamment parlantes pour faire le lien avec la transmutation à laquelle l'âme nous invite. Le feu et la pression nous ont aidés à séparer nos corps denses de nos corps subtils. Puis nous nous sommes reconstruits en tant que personnalité alignée sur l'âme et le mental supérieur. Alors, la lumière passe à travers nous et nous sommes devenus la pierre philosophale. Nous sommes devenus des sages. Une formule alchimique résume ce processus. C'est le mot vitriol. Ce mot qui désigne l'acide sulfurique, c'est aussi un acronyme dont chacune des lettres V-I-T-R-I-O-L est le début d'un mot latin. En français, cette formule signifie « visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ».
Ça veut dire qu'en pénétrant à l'intérieur de lui-même, l'humain est amené à reconnaître l'ombre et la lumière qui l'habitent. Et en dissipant les ombres, en séparant le clair de l'obscur, il se rectifie, il s'aligne, jusqu'à être suffisamment transparent pour rayonner les valeurs de l'âme. Du charbon qu'il était avant la pression du travail intérieur, il devient diamant resplendissant de la lumière pour l'ensemble de ses semblables. Et là, comme pour le minéral, c'est cette transmutation progressive qui conduit l'humain à pratiquer la loi de service. Bon, nous avons vu la fois dernière de nombreux aspects de la loi de service par rapport à l'humanité. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que le minéral nous apporte de plus? Comme nous allons le voir avec ces trois règnes subhumains, leur manière de répondre aux lois de l'âme précise de plus en plus l'âme dans tous ses états et permet de la voir sous un angle nouveau, ce qui est une aide précieuse pour comprendre un peu mieux les mécanismes initiés par notre propre âme. Par exemple, en ce qui concerne le service, il peut être inspirant de réaliser que nous aussi, nous avons à être conducteurs d'électricité, à laisser passer la lumière et à devenir radioactifs. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire être conducteur d'électricité? C'est tout d'abord réaliser que tout est électricité dans l'univers, un degré ou un autre. En effet, chaque fois que nous parlons d'énergie, il s'agit des énergies de rayon, qui sont des émanations de l'électricité inhérente à la vie une. Et à quelque niveau que ce soit, système solaire, planète, esprit ou âme, il est toujours question d'énergie et d'électricité. À un niveau plus quotidien, c'est aussi l'électricité qui nous relie par les idées, ou dans le relationnel, lorsque le courant passe bien entre deux personnes, lorsqu'au contraire ça fait des étincelles. Quant à l'ensemble du corps éthérique dans lequel nous vivons, mais c'est aussi un immense champ électrique. Ensuite, après avoir compris que tout est électricité, il est important de réaliser que l'humain est un bon conducteur électrique, mais qu'il doit faire le choix de la qualité du courant dont il veut être porteur. En effet, bien souvent, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes des énergies manipulées par des énergies et que nous conduisons des courants électriques porteurs de séparatisme, sans en être toujours bien conscient. Servir consciemment, c'est donc choisir d'être transmetteurs et diffuseurs des courants nécessaires pour concourir au mieux au plan collectif. Par la voie d'impulsion magnétique et par la méditation, c'est devenir conducteur des énergies planétaires et zodiacales qu'on peut recevoir en groupe, sans faire passeur pour n'imprégner tous les terriens. C'est aussi devenir des relais électriques de l'âme pour augmenter la qualité de la tension tout autour de nous. C'est aussi devenir télépathe sur le réseau éthérique, puisque la télépathie est essentiellement un fonctionnement électrique et qu'elle représente l'avenir des communications entre les humains. Mais il n'est pas facile d'être un bon conducteur. Et nous avons tous tendance à faire résistance au passage de l'électricité subtile. Et là encore, le minéral nous donne à réfléchir. Parce que, aussi bon conducteur que soit un métal tel le cuivre, son taux de résistance est important, et beaucoup d'électricité est ainsi perdue et se transforme en chaleur, et interdit bon nombre d'utilisations. C'est pourquoi les scientifiques sont à la recherche de supraconducteurs, c'est-à-dire d'un métal sans agitation interne, puisque c'est l'agitation moléculaire qui fait résistance. Découvrir les supraconducteurs, ça révolutionnerait complètement l'usage de l'électricité. On sait le faire, mais pour ça, il faut calmer l'agitation moléculaire du fil conducteur en le refroidissant considérablement à des températures très très peu compatibles avec un usage quotidien. Mais nous, quand deviendrons-nous des supraconducteurs? Ce n'est sans doute pas pour tout de suite, parce que sur Terre, seuls les maîtres de sagesse n'opposent plus aucune résistance à la mise en œuvre des énergies électriques supérieures. Mais nous sommes en chemin, parce que chaque fois que nous refroidissons nos ardeurs émotionnelles,
et que nous calmons notre agitation intérieure et extérieure, nous devenons de meilleurs conducteurs des énergies essentielles. Donc, comme pour les minéraux, voilà comment la loi de service nous amène à devenir conducteurs d'électricité. Elle nous amène également à être conducteurs de lumière. Et là encore, il convient de réaliser combien l'humanité est une très bonne conductrice de lumière. Mais encore faut-il choisir la qualité de lumière. Pendant des siècles, l'humanité a été et est encore très bonne conductrice de lumière astrale. Cette lumière factice d'un plan créé par l'ensemble des croyances, des rêves, des aspirations et des mirages de l'humanité. Cette lumière qui a l'air comme ça d'éclairer les choses, qui répond en fait à ce qu'on aime, qui répond à nos désirs, à notre besoin d'harmonie, mais aussi à nos penchants dominateurs, destructeurs, n'est qu'un brouillard déformant la lumière émanant de l'âme. Alors, par le processus de transmutation, en séparant le clair de l'obscur, l'humain doit apprendre à laisser peu à peu cette lumière de l'astral pour celle de l'âme et du mental réunis. Et c'est à ça, par exemple, que nous nous attelons en méditation, quand nous cherchons à tenir fermement le mental dans la lumière de l'âme. Et c'est ce qui appelle tous les chercheurs de vérité, qui s'efforcent de remonter au monde des causes pour pouvoir éclairer l'humanité des lumières particulières à leur domaine d'étude. Il est à noter que les crises qui secouent le monde actuellement opposent les obscurantistes, complètement conducteurs de lumière astrale, à ceux qui cherchent à porter la lumière de l'amour intelligent pour apporter de plus justes relations sur Terre. Il devient donc urgent que tous ceux qui veulent œuvrer au mieux commun s'offrent en tant que conducteurs de lumière pour illuminer le monde et permettre à de nouvelles idées d'accoucher d'un monde nouveau. Enfin, par la loi de service, nous devenons aussi radioactifs. La radioactivité pour l'humanité, c'est l'effacement de toute volonté personnelle pour rayonner pleinement les qualités de l'âme. Cette radiance prend des couleurs différentes, selon la nature du rayon d'âme s'exprimant à travers les personnalités en service. Et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Des personnes aussi différentes que Napoléon, Jésus, Einstein, Léonard de Vinci ou Marie Curie ont été radioactivistes de leur propre rayon d'âme et ont chacun dans leur domaine profondément marqué leur époque. Mais en fait, tout être qui se descend de lui-même, tout être qui pratique la voie du cœur et la voie de la tête, devient radioactif et rayonne de ce fait les trois qualités de l'âme. Il irradie la puissance de la volonté de l'âme, porteuse du sens de la vie sur Terre, et témoigne de l'existence d'un plan global. Il rayonne l'amour, en vivant l'inséparabilité en conscience, et il révèle l'unité en chaque circonstance. Enfin, il est vecteur d'une intelligence créatrice totalement au service de l'ensemble et du bien commun. Et cette radiance, elle n'a pas besoin de paroles ni d'actes. Elle se joue des limites et des barrières que les humains ne cessent d'ériger entre eux. Et à l'image de la radioactivité du minéral, elle peut tout atteindre et tout transformer. Alors pour conclure, on pourrait dire que ce soir, nous avons vraiment cherché à nous décentrer de notre point de vue humain en tentant de pénétrer l'âme du minéral. Et c'est ainsi que nous enrichissons la perception que nous avons de l'âme une. Et c'est ainsi que nous grandissons nous-mêmes, du coup en plus juste relation. En effet, si le règne minéral, malgré l'attraction qu'il exerce sur les humains, semble très éloigné de ce que nous sommes d'un point de vue formel, nous voyons qu'en l'abordant du point de vue des lois de l'âme, nous participons tous au même plan essentiel et qui s'en dégage vraiment de la delphité. L'âme une a donné naissance à toutes les existences. Et c'est seulement en retrouvant notre identité essentielle et en la rayonnant pleinement que nous abolirons véritablement la séparativité. En effet, la radioactivité se joue complètement des frontières. Et c'est par la radioactivité de l'amour que nous instaurerons l'unité sur Terre, même si ça va prendre quelques millénaires. Mais en visitant ensemble
l'âme dans tous ses états, nous y contribuons dès aujourd'hui par nos rencontres et nos méditations communes. Alors, reprenons donc notre méditation de l'année. Rendons-nous disponibles aux énergies du printemps et rayonnons-les pour faire croître l'unité sur Terre.